Aux 60 ans de ma mère, elle a levé son verre et a dit, à partir d'aujourd'hui, ton chèque de paie de 5 500 $ et toutes tes futures primes iront au fonds familial, où tu es dehors. J'ai juste murmuré, tu n'es pas sérieuse. Mais mon frère a hoché la tête à côté d'elle. Je me suis levé et je suis parti sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, ils ont appelé, paniqués. Tu n'es pas sérieuse, ai-je murmuré, en serrant le bord de la table si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais elle n'a même pas scié. Ma mère, resplendissante dans une robe dorée qu'elle m'avait très certainement fait payer il y a 6 mois comme cadeau d'anniversaire en avance, se tenait au bout de la longue table, entourée d'une douzaine de parents, levant son verre comme si elle portait un toast à une promotion. À côté d'elle, mon frère aîné, Julien, a hoché la tête, sans la moindre trace de honte sur son visage suffisant. Je suis sérieuse, a-t-elle dit en souriant, comme si c'était une grande occasion. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre. Le fonds familial est l'avenir, et Michael, tu en seras le fondement. Toute la salle a ri comme si elle avait porté un toast plein d'esprit, comme si j'étais de mèche, comme si ce n'était pas une situation de prise d'otage financière au milieu d'un dîner d'anniversaire. Je me suis levé lentement. Ma chaise a raclé le carrelage comme un cri. Vous plaisantez, ai-je répété, en regardant autour de moi. Mon cousin a simplement détourné le regard, et Carla est soudainement devenue très intéressée par son verre de vin. Non, a simplement dit maman, puis elle a ajouté avec un petit haussement d'épaule, c'est juste équitable. Tu t'en sors bien, et c'est ce que font les familles. Nous nous entraidons. Sauf que s'entraider avait toujours été une rue à sens unique dans cette famille. Moi donnant, eux prenant. Julien a croisé les bras et a dit, nous essayons de construire quelque chose de plus grand que le simple succès individuel. Tu le dois à la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon manteau sur le dossier de la chaise, je me suis retourné et je suis sorti. Le son de la voix de ma mère m'appelant m'a suivi dans le couloir, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai marché droit jusqu'à ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Sans destination, juste pour m'éloigner. Quelques heures plus tard, alors que j'étais assis dans le noir sur le bord de mon lit, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Julien, puis maman, puis encore et encore, jusqu'à ce que finalement, les textos commencent, rappelle-nous. C'est une urgence. Tu ne peux pas partir comme ça. Michael, nous devons parler. Quelque chose est arrivé. Je n'ai pas répondu au téléphone cette nuit-là. Pas quand maman a envoyé 5 textos d'affilée avec une fausse inquiétude. Pas quand Julien a laissé un message vocal qui commençait par Mike, calme-toi et se terminait par un sec tu es immature. Parce que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une explosion spontanée lors d'un dîner d'anniversaire. C'était le point culminant d'années d'exploitation silencieuse déguisée en amour. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'ai 32 ans, je suis ingénieur système et je travaille pour une entreprise d'architecture de cloud à haute performance à Seattle. Salaire de base, 5500 $ par mois après impôt. Prime, substantielle. Je suis bon dans ce que je fais. Pas accent grave-l'œil, mais constant. Je paie le loyer d'un petit studio à Belton, vivant en dessous de mes moyens. Je budgétise. J'économise. Je ne fais pas la fête. Je ne gaspille pas d'argent parce que depuis 8 ans, je renfloue ma famille. Au début, c'était peu de choses. Michael, chéri, ton frère a juste besoin d'un petit coup de pouce pour couvrir son loyer ce mois-ci. Il est entre 2 emplois. C'était quand Julien a quitté son 3e emploi dans une start-up parce que la structure d'entreprise étouffait sa créativité. Michael, mon cœur, peux-tu nous avancer la compte pour la nouvelle voiture familiale? Nous te rembourserons après la déclaration de revenus. Indice, ils ne l'ont pas fait. C'était il y a 5 ans. Ils conduisent toujours cette voiture. L'appelle toujours la nôtre, comme si je m'étais ne serait-ce qu'une fois assis dedans. Puis ça a dégénéré. Quand papa est décédé, anévrisme soudain, sans avertissement et j'ai pris le relais parce que quelqu'un devait le faire. J'avais 25 ans, je remboursais encore mes prêts étudiants, et soudain je couvrais les mensualités d'hypothèque d'une maison dans laquelle je ne vivais pas. Julien, il est en deuil, disait maman. Il a fait son deuil jusqu'à Cancun avec sa petite amie 2 semaines après les funérailles. Alors j'ai payé, discrètement, régulièrement, parce que je pensais que c'est ce que font les bons fils. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de me retirer, maman disait des choses comme « ton père serait si fier de toi » ou « tu sais, ton frère n'a pas autant de chance que toi. Il a besoin de plus de soutien. »
Soutien. Ce mot, il a commencé à signifier « sacrifie ta tranquillité pour que nous n'ayons pas à changer ». Julien a englouti 3 entreprises en faillite et n'a jamais occupé un emploi à plein temps pendant plus d'1 an. Il se qualifiait des entrepreneurs en série, mais il n'était qu'un dépensier en série. Costumes de luxe, nouvelles technologies, événements de réseautage dans la Napa Valley et tout cela payé par mois, même si personne ne le disait à voix haute. Une fois, il m'a littéralement envoyé une demande Venmo intitulée « L'expansion de l'héritage familial ». C'était pour $1,200. Je l'ai refusé. Il m'a envoyé un texto « Waouh, quelle belle preuve d'esprit d'équipe ». Ma mère a appelé 5 minutes plus tard. « Michael, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Julien essaie de construire quelque chose et tu es méchant. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de laid. Je n'étais pas le fils dans cette famille. J'étais le donateur, la banque, celui qu'on pouvait culpabiliser pour couvrir l'irresponsabilité de tous les autres. Alors, quand le dîner d'anniversaire a eu lieu, ce n'était pas une surprise. C'était juste la première fois qu'il le disait si publiquement. Le fonds familial n'était pas nouveau. Il avait toujours existé, il était juste tacite auparavant. Mon chèque de paie, leurs besoins. Mes primes, leur style de vie. Mes limites, négociables. Mais maintenant il l'institutionnalisait, formalisant ma servitude comme si j'étais un employé. Et ce qui rendait la chose pire, bien pire, c'est qu'il s'attendait à ce que j'en sourie, que je lève mon verre pour y porter un toast, que je les remercie de me faire l'honneur de financer leur vie. C'est pourquoi je suis parti sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma cousine, Jess. Type discrète. Reste généralement en dehors des drames familiaux. Je prends juste de tes nouvelles. J'ai entendu dire que tu avais quitté la fête tôt. Tout va bien ? J'ai répondu par une seule phrase, ils ont essayé de réclamer mes revenus comme s'il s'agissait d'un héritage. Elle a appelé immédiatement. Apparemment, après mon départ, le chaos a éclaté. Julien essayait de sauver la situation en faisant un discours sur la solidarité familiale. Maman pleurait. Oncle Ray a fait un commentaire passif-agressif sur la jeune génération qui serait égoïste. Puis, devant tout le monde, Julien a annoncé que j'avais accepté de mettre en place un virement récurrent vers le fonds familial à partir de cette semaine-là. Et puis, le silence. Parce que je ne l'avais pas fait. Je n'avais accepté rien du tout. Jess a dit que l'ambiance était devenue glaciale quand je ne suis pas revenu. Personne ne savait quoi faire. Ils ont attendu. Ils ont appelé. Ils ont paniqué. Et puis, apparemment, Julien s'est connecté au Google Drive familial partagé et a commencé à modifier une feuille de calcul intitulée « Contribution de Michael, 2024 », projetée, comme si mon argent était une ligne budgétaire, comme si j'étais une ressource. 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée de ma mère. Pas un courriel, pas un appel, une lettre. Elle commençait par « Cher Michael, nous nous inquiétons pour toi ». Elle continuait en disant que je l'avais embarrassé à sa fête d'anniversaire, que mon comportement était blessant et perturbateur, et que si je voulais continuer à faire partie de cette famille, je devais apprendre à partager mon succès. Elle a utilisé des expressions comme maturité émotionnelle et empathie financière. Elle a dit « Tu as toujours été le plus stable. Cela signifie que tu as plus de responsabilités. Et le coup de grâce, nous attendons que la première contribution soit déposée d'ici vendredi. Julien enverra les informations de virement. Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'injustice de la situation, juste de l'attente, du droit acquis, comme si j'étais un employé qui n'atteint pas son quota. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai glissée à la poubelle. Et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai élaboré un plan. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était de la clarté. Comme si j'avais été tellement manipulé psychologiquement pendant si longtemps que m'éloigner me semblait être une trahison. Mais maintenant, c'était comme de l'oxygène. Et je n'allais pas simplement disparaître. Ils voulaient un fonds familial. Très bien. Je leur donnerai quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, j'ai appelé mon service des ressources humaines et j'ai redirigé mon chèque de paie vers un nouveau compte dans une autre banque, une dont ma famille ne connaissait même pas l'existence. J'ai fermé l'ancien sans un mot. Puis j'ai appelé mon agent de location et j'ai signé pour un appartement d'une chambre plus grand.
Pas de colocataire, pas d'espace partagé, pas de « Hey, Mike, on peut squatter chez toi ce week-end » de la part de la chaîne sans fin de partenaires commerciaux aux parasites de Julien. Mais le vrai coup de maître? J'ai réservé une table pour déjeuner dans le bistrot hors de prix préféré de maman, le même endroit où elle m'avait supplié de l'emmener pour son 58e anniversaire juste pour cette fois parce que c'est une tradition. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion familiale, oui, nous en avions un, et j'ai écrit, parlons-en. Déjeuner demain, 13h. Je paie l'addition. Presque instantanément, Julien a répondu avec un emoji pouce levé. Maman a répondu, je suis contente que tu reviennes enfin à la raison. Apporte le premier bordereau de dépôt, mon chéri. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il pensait encore m'avoir. Le lendemain, je me suis présenté en costume sur mesure. Non pas que je devais le faire et je ne porte jamais de costume en dehors des conférences mais parce que je voulais les regarder dans les yeux tandis que leur récit s'effondrait. Maman était déjà à table, rayonnante comme une reine. Julien était assis à côté d'elle, feuilletant ce qui ressemblait à des feuilles de calcul imprimées. Je me suis assis, sans rien dire. Michael, a commencé maman, en tendant la main vers la mienne. C'est tellement bien. Je sais que les émotions étaient vives, mais j'ai toujours su que tu retrouverais tes esprits. Tu es exactement comme ton père. Tu comprends la responsabilité familiale. Julien a fait glisser un document sur la table. Voici une ébauche des virements mensuels, a-t-il dit, en sirotant nonchalamment sa boisson. Nous avons pris en compte tes 3 dernières primes. C'est modeste. 2800 $ par mois. En plus du loyer, des courses et des charges, cela me laisserait à peine de quoi subvenir à mes propres besoins. Et ce n'était pas tout. Il y avait des paliers. Prime supérieure à 10 000 $? 70% au fond. Travail en freelance ou en consultation? 60%. Modeste, a répété Julien avec un sourire qui m'a donné envie de renverser la table. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras. D'accord, ai-je dit lentement. Mais juste pour que je comprenne bien, que fait exactement le fonds familial? Maman a cligné des yeux. Il soutient tout le monde. Qui est le tout le monde? Eh bien, a-t-elle dit, la start-up de ton frère est encore en développement, et je ne travaille pas en ce moment à cause de ma sciatique, et oncle Ray a perdu son emploi. Donc, pas moi, ai-je clarifié. Tout le monde sauf moi. Michael, ne sois pas mesquin. J'ai pris le contrat et j'ai lu les petits caractères. Julien avait en fait essayé de le formuler comme un accord contraignant, comme s'il gérait un fonds en fiducie. C'est une blague, ai-je demandé d'un ton plat. L'expression de Julien a changé. Ne commence pas, mec. Vous aviez accepté. Je n'ai pas accepté. Vous l'avez annoncé. Vous avez tous applaudi comme si j'étais le Père Noël. Tu es parti avant que nous puissions expliquer. Je suis parti, ai-je coupé, parce que vous avez essayé d'enchaîner mon avenir financier à une famille d'adultes qui refusaient de prendre leurs responsabilités. Silence. Maman s'est penchée, sa voix douce, manipulatrice. Mon chéri, tu as toujours été le plus fort. Tu nous as toujours soutenus. Exactement, ai-je dit. Et j'en ai fini. Ses yeux se sont agrandis. Pardon? Je me suis levé, j'ai laissé tomber le contrat sur mon assiette intacte. J'en ai fini de financer la tournée des échecs de Julien. J'en ai fini de payer pour vos vacances déguisées en urgence. Et j'en ai particulièrement fini de prétendre que l'amour est synonyme de sacrifice. Michael, a-t-elle haleté. Ne parle pas à ta mère comme. Non, vous n'avez plus le droit de me culpabiliser. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'ingrat alors que vous m'avez saigné à blanc pendant des années. Julien s'est levé. Frérot, calme-toi. Je me suis tourné vers lui. Tu as 35 ans. Grandis. Trouve un travail. Tu ne construis pas un héritage, Julien. Tu t'accroches à celui que quelqu'un d'autre a créé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu te crois meilleur que tout le monde? Non, ai-je dit, mais je vaux mieux que ça. J'ai sorti un dossier en manille et je l'ai posé sur la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman. Des reçus, ai-je dit. Chaque virement, chaque cadeau, chaque prêt que vous disiez vouloir rembourser. Plus de 78 000 $. J'ai fait le calcul. Julien a reniflé. Alors, tu comptes les points maintenant.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. Parce que vous ne l'avez jamais fait. Je suis parti alors que maman m'appelait. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, les messages ont commencé. Julian, tu as embarrassé maman. Tu agis comme un enfant. Maman, ce n'est qu'une phase. Tu vas te calmer. Appelle-moi. Puis le silence. Puis, 2 jours plus tard, la panique. Les investisseurs de la start-up de Julian, c'est-à-dire d'autres relations familiales, se retiraient. La nouvelle s'était répandue que je ne soutenais plus le fonds. Et devinez qui ils pensaient tous être le véritable bailleur de fonds? Moi. Sans mon nom associé, toute l'opération ressemblait à une arnaque. Et elle s'est finalement effondrée. Parce que c'en était une. Ensuite sont venus les appels de l'oncle Ray. Puis de tante Carla. Puis un message vocal de maman qui a commencé calmement et s'est terminé en larmes. Michael, s'il te plaît. Ton frère a fait une erreur. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour passer le trimestre. On pourra revoir les chiffres après. D'accord? Non. Plus maintenant. Les retombées ont été immédiates. Au moment où je suis sorti de ce déjeuner, c'était comme retirer une pièce de Jenga de la base de la tour qu'ils avaient construite sur mon dos. Tout a commencé à s'effondrer, vite et bruyamment. J'ai changé de numéro l'après-midi même. Fini les messages vocaux de Julian du genre « Tu peux parler une minute ?» Fini les textos de maman du genre « Michael, on ne le pensait pas comme ça. » Je ne jouais plus les nettoyeurs. J'en avais fini. Pour la première fois depuis des années, le silence était à moi, et c'était glorieux. Mais ils ne l'ont pas bien pris. Pas du tout. À la fin de cette semaine-là, j'avais reçu un courriel de Julian intitulé « Urgent, s'il te plaît, lis ». Son entreprise, celle que j'avais financée en silence pendant des années, s'effondrait. 2 investisseurs s'étaient retirés. Leur plus gros fournisseur s'est désisté une fois qu'ils ont découvert que le principal bailleur de fonds, moi, n'était plus impliqué. Apparemment, Julian avait utilisé mon nom dans ses présentations sans que je le sache, disant des choses comme « Mon frère nous couvre jusqu'au 4e trimestre et nous avons une marge de manœuvre à 6 chiffres grâce au soutien familial. » Que des mensonges. Tout cela basé sur l'hypothèse que je ne partirais jamais. Sauf que je l'ai fait. Et le château de cartes financier qu'il a construit sur mon nom s'est effondré en quelques jours. Maman a commencé à appeler depuis des numéros jetables. Je les ai tous ignorés. Puis est venu un courriel avec pour objet « Il n'est pas trop tard pour réparer ça ». Réparer quoi? Votre dépendance totale envers moi? Votre croyance de plusieurs décennies que j'existe uniquement pour financer vos modes de vie? Il n'y avait rien à réparer. Il n'y avait qu'une liberté à revendiquer. En 2 semaines, j'avais emménagé dans mon nouvel appartement. Plus grand que ce dont j'avais besoin, élégant, moderne, avec une porte lourde qui se verrouillait comme un coffre-fort. Le genre de porte que personne ne force juste pour emprunter ton Wi-Fi ou squatter pour le week-end. Mon salaire était enfin à moi. J'achetais des provisions sans calculer ce que je devais mettre de côté pour les soins dentaires de maman ou la mise à niveau d'urgence du téléphone de Julian. J'ai investi dans du nouveau matériel pour mon activité secondaire. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai dormi. J'ai respiré. Pour la première fois, j'ai vu mon reflet dans le miroir et je n'y ai pas vu l'épuisement. J'ai vu moi. C'était surréaliste et magnifique. Puis la famille a vraiment commencé à se fissurer. Oncle Ray a appelé, l'homme qui m'avait dit un jour que l'argent circule vers le haut dans les familles comme si j'étais une sorte de fontaine. Il voulait avoir un mot sur la façon dont j'avais géré les choses. Je lui ai dit que je ne parlerais que par courriel. Il n'a jamais donné suite. Tante Carla m'a envoyé un message sur Facebook, me demandant si j'allais bien. Elle a dit que maman était dévastée et que Julian ressemblait à un fantôme. Je l'ai laissé en lu. Cousine Jess, cependant, elle était différente. Quoi que tu leur aies dit, m'a-t-elle envoyé par texto, tu as secoué tout l'arbre généalogique. J'ai ri, et pour une fois, ce n'était pas un rire amer. C'était un rire mérité. Puis est arrivé le point de rupture. 1 mois après les avoir coupés de ma vie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Michael, c'était maman. Sa voix était faible, mais connaissable. Je suis dans ton immeuble. Je veux juste parler. J'ai failli raccrocher.
Presque. Mais quelque chose en moi, une petite partie qui se souvenait encore d'une époque avant la manipulation, a dit « Donne-lui 5 minutes ». C'était tout. 5. Elle attendait dans le hall, tenant une boîte en plastique comme si elle livrait une offrande de paix. À l'intérieur, il y avait mon plat préféré, poulet rôti et riz, comme quand j'étais enfant. Elle n'a pas souri, n'a pas supplié, a juste dit « On peut s'asseoir ?» Nous avons trouvé 2 chaises dans un coin. Je n'ai pas dit un mot. Elle a commencé lentement. Je n'avais pas réalisé ce que nous te faisions. Pas vraiment. J'ai haussé un sourcil. Il a fallu une crise de nerfs publics et une implosion financière pour ça. Elle a grimacé. Je sais. Je sais comment ça sonne. Puis elle a sorti un dossier de son sac à main. Des reçus. Chaque transaction, chaque dépôt, chaque virement que j'avais fait pour couvrir l'hypothèque, les startups ratées de Julien, la croisière qu'elle disait être un cadeau d'un ami. 78 450 $ au total. Julien m'a dit que tu tenais des registres, a-t-elle dit. Je ne le croyais pas. Je pensais que tu étais juste froid. J'ai regardé les chiffres. Froid? C'était de la survie. Mon autopsie financière. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle poursuivi. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Et puis elle l'a dit. La seule phrase que je pensais ne jamais entendre. Nous t'avons utilisé. Pas nous nous sommes reposés sur, pas nous avons demandé de l'aide. Utilisé. Je voulais croire que j'étais une bonne mère, a-t-elle dit, mais je te traitais comme une source de revenus. Et quand tu as résisté, je t'ai traité d'ingrat. Sa voix s'est brisée. Et je suis tellement désolé. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté assis là, laissant sa confession résonner à mes oreilles comme une cloche d'église. Elle a laissé le dossier sur la chaise à côté de moi. Et puis elle est partie. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de Julien. Pas de mise en scène, juste, tu avais raison. Je recommence à zéro. Pour de vrai cette fois. Puis une photo, lui en gilet de travail, tenant un presse-papier dans un entrepôt. Un travail au salaire minimum. Un effort réel. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri. Parce que voici ce qu'ils n'ont jamais compris, les coupés de ma vie n'étaient pas une vengeance. C'était une guérison. Il s'agissait de récupérer une vie qui avait été lentement vidée de sa couleur, de son énergie et de sa liberté, une demande Venmo à la fois. Vendredi dernier, je me suis offert un dîner. Un vrai table pour un, bougie, verre de vin. J'étais assis là en silence, parcourant les annonces d'appartements. Non pas que j'avais besoin de déménager, mais parce que pour la première fois de ma vie, je le pouvais. Mon téléphone a vibré. Un message de Jess. Fier de toi. Tu as allumé la mèche. Laisse-les sentir la chaleur. Et je l'ai fait. Je le fais toujours. Ils pensaient que je reviendrais. Ils l'ont toujours pensé. Chaque fois que je fixais une limite, ils poussaient jusqu'à ce qu'elle cède. Chaque non devenait un peut-être. Chaque c'est la dernière fois devenait juste une exception de plus. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai disparu et je suis resté parti. Et pendant un moment, ça les a rendus fous. Maman a envoyé des textos, a appelé, a envoyé des courriels, a laissé des messages vocaux en pleurant sur le fait que nous étions proches avant. Julien a envoyé une série de messages culpabilisants pour tenter de me manipuler et de me faire reprendre le rôle pour lequel j'étais né, le réparateur, la banque, le plan de secours. Je les ai tous ignorés. Et quand le silence s'est prolongé plus longtemps qu'ils ne s'y attendaient, ils ont paniqué. Parce que pour une fois, leur plan avait échoué, et je ne suis pas revenu en rampant pour le réparer. Le meilleur dans tout ça? Ma vie s'est améliorée instantanément. Le solde de mon compte a cessé de chuter pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi. Mes week-ends étaient enfin à moi. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, à sourire davantage. Je ne survivais plus seulement. Je guérissais. J'avais enfin de la place pour construire ma vie, pas la leur. J'ai repris d'anciens passe-temps, j'ai pris de vraies vacances, je me suis acheté des choses que j'appelais autrefois des luxes inutiles parce que la crise de quelqu'un d'autre passait toujours en premier. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, une personne qui ne me demandait pas ce que je gagnais avant de me demander ce que j'aimais. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai ressenti quelque chose de sauvage et d'étranger, la paix.
Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de maman. Manuscrite, tachée de larmes, pleine de « je n'avais pas réalisé et nous essayons juste de survivre et Julien a des difficultés ». Elle a qualifié cela de malentendu. J'ai qualifié cela d'une décennie de pression financière que je n'ai jamais été autorisé à remettre en question. Elle m'a supplié de rentrer à la maison pour Thanksgiving. Elle a dit que la famille me manquait, que rien ne semble normal sans toi. J'ai failli rire parce que pour la première fois, tout dans mon monde me semblait exactement normal. Julien a disparu peu de temps après. Jess m'a dit qu'il avait emménagé chez un ami après la faillite de la start-up. Plus d'investisseurs, pas de revenus, juste des dettes. Elle a dit qu'il apprenait enfin à quoi ressemble la vraie vie sans filet de sécurité sans moi. Bien. Qu'il grandisse avec la même pression et le même poids que j'ai porté seul autrefois. Peut-être qu'alors il comprendra. Peut-être qu'il finira par comprendre. Peut-être pas. Mais ce n'est plus mon travail de le sauver. La vérité ? Ils ne m'ont jamais aimé. Ils ont aimé ce que je faisais pour eux. Et à la seconde où j'ai arrêté de produire, arrêté de me sacrifier, arrêté de plier, ils sont devenus froids, m'ont accusé de trahison. Parce que dans leur monde, dire non est le péché ultime. Mais je préfère être détesté pour être parti qu'aimé pour être un paillasson. Et maintenant ils vivent avec ce choix. Et je vis avec le mien. La semaine dernière, j'étais assis seul dans mon café préféré, sirotant le café le plus cher imaginable. Et j'ai souri. Pas à cause de la vue, pas à cause du calme, mais parce que l'argent que j'ai dépensé ce jour-là, il était à moi. Gagné par moi, dépensé pour moi. Pas aspiré dans un gouffre familial sans fin. Pas volé sous le couvert de l'unité. Juste à moi. Et cela peut ne pas sembler grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi, c'était la liberté. Alors, voici la vérité finale. Vous ne devez pas votre chèque de paie à votre famille. Vous ne leur devez pas votre tranquillité. Vous ne leur devez pas votre vie entière simplement parce que vous partagez le même ADN. Vous ne leur devez rien dès qu'ils commencent à vous traiter comme un actif au lieu d'une personne. Ils m'ont traité de froid. Ils m'ont traité de sans cœur. Ils ont dit que j'étais ingrat. Très bien. Laissez-les faire. Je préfère être ingrat qu'utilisé. Je préfère être seul qu'épuisé. Je préfère être libre complètement, puissamment, sans aucune excuse. Et je le suis.